Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. Très heureux de vous retrouver, évidemment. On va s'intéresser aux réfugiés politiques. Tiens, mais quel est le rapport avec le monde du travail? Si, il y a un rapport direct. C'est qu'un certain nombre réussissent, alors c'est compliqué, à trouver leur place au sein de la société grâce à un emploi. Alors c'est un parcours du combattant, c'est compliqué. Il y a la barrière de la langue, il y a les difficultés culturelles. Et puis il y a évidemment les réticences des entreprises. Certaines jouent le jeu, certaines ont décidé de s'engager justement dans cette direction parce que pour ces femmes et hommes qui ont quitté leur pays, souvent dans des conditions difficiles, eh bien c'est la marque d'une intégration réussie, puis d'un accès évidemment à une rémunération, à un emploi, à une dignité. On en parle avec mes invités. Mathilde Patoureau est à ma droite. Vous êtes responsable Île-de-France et responsable pédagogique chez Codico. Codico qui accompagne justement ces réfugiés. Alors, pas uniquement les réfugiés politiques, juste pour mettre déjà un petit éclairage, je dirais, technique, parce que c'est très juridique. Alors en fait, on parle de réfugiés statutaires. On ne fait pas vraiment de distinction entre politique ou d'autres types de causes. Il faut répondre aux conditions de la Convention de Genève et ensuite on est reconnu réfugié. Réfugiés, c'est intéressant parce qu'en fonction des chaînes de télévision où on est, de l'endroit où on parle de migrants, de réfugiés. C'est des réalités très différentes. Voilà, et donc c'est intéressant qu'on fasse le point. À ma gauche, Tariq Zaza, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des partenariats chez Visible International et la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce que Codico met en place du mentorat, de l'accompagnement pour permettre à des salariés, et votre entreprise, 8 salariés de votre entreprise, travaillent avec 8 réfugiés. On fera le point évidemment sur le choix de votre entreprise de s'engager sur cette question et ce que ça apporte évidemment aux réfugiés, mais ce que ça apporte bien entendu aux entreprises. Et puis avec nous, je le salue et je le remercie de venir témoigner sur le plateau. Moon, on va vous appeler comme cela, vous êtes modélisateur 3D. Vous vous situez comment? Réfugié politique, vous êtes arrivé en 2016 ici en France, avec le statut de quoi? De réfugié politique? Tout à fait. Je n'avais pas de statut de le début, mais j'étais demandeur d'asile. Et puis après 6 ans, j'ai bien obtenu mes papiers. 6 ans? 6 ans. Donc d'une procédure longue? C'était super longue et puis j'avais pas de papiers pendant 2 ans. Donc situation irrégulière pendant 2 ans? Ouais. Donc là, qu'on se le dise assez calmement, vous êtes hors la loi. Tout à fait. Dans l'incapacité de trouver un emploi, on est bien d'accord? Bien sûr. Je vous pose la question abruptement parce que ça concerne des milliers, pour ne pas dire presque des centaines de milliers de jeunes que l'on croise dans les grandes villes et notamment à Paris. Comment on fait pour vivre dans ces conditions sans pouvoir accéder à l'emploi? Garder courage. Oui, mais ça ne nourrit pas le courage. Et donc, moi, heureusement, mon conjoint est française et elle m'a aidé énormément pour tenir de cette situation qui était affreuse pour moi. Évidemment. Par contre, grâce à Codico et Isabelle, j'ai bien réussi à la fin. Et je suis sorti dans le tunnel. Juste d'un mot et de plusieurs, vous vous sentez comment aujourd'hui, depuis votre arrivée? Est-ce que le pays d'où vous venez, vous avez cette nostalgie d'un retour potentiel? Ou vous dites, j'ai trouvé ma place en France, et on va revenir évidemment à la place liée à l'emploi, à votre place dans la société. Est-ce que vous dites, moi je suis bien et je vais construire ma vie ici, intégralement? C'est très intéressant comme question parce que moi, je crois que quand on habite n'importe où, c'est notre maison, c'est là-bas. Peu importe on vient d'où, mais c'est important qu'on habite où, on fait quoi. Et là-bas, c'est ta maison. Soit ici, soit sous le Mars, c'est pareil. Là-bas, c'est ma maison avec un emploi, parce que les deux sont liés, on est d'accord. Enfin, je veux dire, votre existence aujourd'hui est très différente de celle que vous avez connue de 2016 à 2018. Exactement. Mathilde, c'est intéressant parce que ça nécessite un certain courage, une certaine envie de vouloir témoigner, de dire c'est possible, ça marche pour tous les autres, tous ceux qui galèrent. Racontez-moi, Codico, c'est quoi l'esprit, c'est quoi la philosophie? C'est de donner une dignité par l'emploi à des réfugiés qui, pour certains, sont dans le dénuement le plus absolu. Oui, alors en fait, Codico, ça veut dire code en grec. Et l'idée, c'est qu'on est là vraiment pour transmettre les codes du marché de l'emploi, du monde du travail, à des personnes qui arrivent en France, à qui on dit maintenant vous avez un statut qui vous permet de travailler légalement. 9 mois, il faut préciser que c'est 9 mois d'attente. Parfois beaucoup plus. Beaucoup plus. Parfois, légalement, c'est 9 mois. Oui, mais ça peut être plus s'il y a un appel. Enfin, tout dépend de la complexité de la procédure. Et une fois que la personne a le statut réfugié, elle a un permis de travail automatiquement, mais il faut la mettre en capacité de travailler. Et c'est pas toujours le cas quand on débarque dans un pays où on connaît absolument personne, on maîtrise pas la langue, on n'a pas de réseau. On a besoin d'aide.
Mathilde, je voudrais le réentendre, parce que c'est quelque chose qui, excusez-moi, vient heurter un débat politique qui risque d'animer la campagne présidentielle. C'est un vrai débat. Dès lors que la personne a des papiers, même qui sont en cours de validité, c'est quoi? C'est un permis de séjour temporaire? C'est quoi le papier qui permet d'accéder à l'emploi? Alors, tant que la personne est demandeuse d'asile, elle n'a officiellement pas l'autorisation de travailler. Il y a quelques exceptions, mais qui sont très rarement appliquées. Par contre, dès que le statut réfugié est obtenu, automatiquement, c'est un permis de travail. Donc ça veut dire qu'il faut s'implémenter, si je peux me permettre ce mot, sur l'ensemble de ceux qui ont accès à ce statut pour pouvoir les prendre par la main et les emmener vers l'emploi, on est d'accord? Voilà, l'idée, c'est vraiment de les accompagner, pas de faire à leur place, mais en tout cas de les accompagner vers une autonomisation dans la recherche d'emploi. Tariq Zaza, c'est intéressant. Visible International, alors c'est une plateforme B2B, pour préciser ce qu'est votre entreprise, qui permet évidemment une plus grande visibilité aux entreprises qui choisissent Visible. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir eu envie de vous engager et d'accompagner? Alors, Moon a été accompagné, et puis il y en a d'autres. Il y a 8 autres réfugiés qui ont leur statut, qui sont actuellement accompagnés. Quel est ce choix? Quelle est cette volonté? Alors, en fait, il y a eu une première promotion avec 8 membres, il y a une deuxième promotion. Il y a eu tellement de succès qu'il y a une deuxième promotion aujourd'hui de 5 membres. Et je pense que, une société comme la nôtre peut vouloir engager nos collaborateurs au-delà de notre mission financière, business. Ça crée de la solidarité, ça crée de la collaboration au sein de l'équipe et ça nous permet aussi de relativiser et d'apprendre aussi, parce que les binômes ont droit à un mentoring, mais nous aussi on a le droit de grandir et d'apprendre et d'évoluer avec eux. Un mot quand même, je vais donner la parole à Moon, mais j'ai lu qu'il y avait la restauration là, qui aujourd'hui avait besoin de salariés. Il y a eu tout un débat à l'Assemblée nationale sur l'idée de tous ces migrants que l'on voit aujourd'hui parfois en déshérence, de leur donner un accès à l'emploi plus rapide. Est-ce que vous le souhaitez, vous qui avez traversé ces 2 années, aidé par votre compagne, par un réseau de solidarité, est-ce qu'il faut accéder plus rapidement à l'emploi? Est-ce que c'est la clé de la dignité de ceux qui ont choisi la France pour venir s'installer? Ça veut dire que votre question, c'est ça que après statut on croit qu'on peut trouver travail facilement, c'est ça? Oui. Pas du tout. Si on bouge pas, si on parle pas, comment on peut avoir un travail? On attend quelque chose, ok, c'est parfait. Mais quand on bouge pas, on va pas essayer. Si on va pas toquer la porte, comment on peut avoir un travail? C'est impossible. Il y a la barrière de la langue qui effectivement est un obstacle, les barrières culturelles, et puis j'ai aussi, j'imagine, la espèce de peur, d'autocensure. Vous dites, j'ose pas. Enfin, Mathilde, c'est un peu ça la réalité. Il y a beaucoup de potentialités chez les réfugiés qui avaient des métiers, j'en ai croisé, médecins, pharmaciens, ingénieurs, chercheurs, et puis quand ils arrivent en France, mais, je sais pas, ils ont les pieds dans le ciment, ils n'osent plus bouger. Oui, en fait, je pense que c'est aussi un manque de reconnaissance de leur expérience et de leurs compétences qu'ils ont pu acquérir dans leur pays d'origine ou dans d'autres pays. Et ça, c'est très difficile de les faire reconnaître en France, au même titre que faire reconnaître un diplôme. Donc ça veut dire que votre boulot aussi, c'est de les mettre en confiance. Ça joue aussi beaucoup sur la confiance. Tu peux le faire, tu peux apporter. C'est ça aussi ce que vous apportez chez Visible. Absolument. Vous regardez un cadre, je ne sais pas quel est le profil de ceux qui mentorent ou qui tutorent, sont des cadres, j'imagine? C'est souvent des cadres, mais pas forcément, pas que. Leur boulot, c'est quoi? L'opportunité est ouverte à tous les collaborateurs de la société. Donc à partir du moment où on a envie d'aider, à partir du moment où on peut apporter quelque chose, et souvent c'est simple, ça peut être... Le permis de travail, c'est le premier objectif, mais derrière, il faut encore trouver le travail. Comment travailler avec Pôle emploi, comment rédiger une lettre de motivation, comment aller obtenir son permis de conduire. Ce sont des choses souvent simples. Comment se présenter, comment arriver avec... On l'évoquait avec Fanny Griesmer, les codes vestimentaires, la façon dont on va se présenter à un employeur. Ça a été des obstacles. Quel était le métier? Quelle était votre formation avant d'arriver ici en France? À la base, moi, j'ai fait architecture. Je suis architecte intérieur. Et donc, par contre, j'adorais être modélisateur 3D. Et donc, j'ai continué comme ça ici, parce que... Vous créez de la 3D, en fait Tout à fait. J'ai créé les maisons, intérieures, extérieures, même des bijoux, des fois. Ça dépend du projet. Vous avez réussi, si je peux me permettre, à rester dans le domaine, ça reste dans le prolongement du domaine d'activité. Je ne sais pas quelle est la relation que vous avez avec d'autres réfugiés. J'imagine qu'il y a des réseaux de solidarité. Vous parlez entre vous, j'imagine? Non? On est très isolé? Malheureusement, pas beaucoup, parce que si on dit que je suis quelqu'un fermé au sérieux, ça veut dire que j'ai un objectif et j'aimerais bien continuer. Donc, je ne parle pas beaucoup avec les gens. J'ai pas d'amis. Enfin, j'ai des amis, mais très pauvres. On ne fait pas très soirée, on ne fait pas beaucoup de choses.
Parce que c'est objectif pour moi, c'est plus important. J'ai perdu 6 ans et je ne peux pas retourner et je fais ce que je veux. Et je suis un petit peu fermé, je suis un petit peu... Donc là, vous êtes concentré sur votre objectif, c'est ce que vous nous dites, Moon. Vous dites, j'ai fait ce choix, j'ai un emploi, je m'y accroche et je fonce pour construire ma vie, j'imagine, parce qu'il y a aussi l'idée de construire une vie. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais enfin de bâtir, comme on dit, une famille. Mathilde, j'ai vu dans votre chiffre Codico que ça marchait très très bien, puisqu'il y a 2 réfugiés sur 3 qui accèdent à l'emploi. Donc ça fonctionne, ça veut dire que lorsqu'il y a un accompagnement, une mise en confiance, ils accèdent à l'emploi. Dans les domaines qu'ils faisaient auparavant, ou est-ce que parfois ils sont obligés de totalement changer de cap ? Alors oui, effectivement, nous, l'objectif, c'est vraiment d'amener ces personnes réfugiées vers leur emploi choisi, quelque chose qui correspond soit à ce qu'ils faisaient dans leur pays d'origine, qui s'en rapproche en tout cas, ou à un nouveau projet qu'ils auraient envie de mener en France. Mais parfois, il y a des étapes. Donc parfois, il peut y avoir un projet aussi court terme, avec un travail alimentaire pour progresser en français. Faire un peu d'argent. Voilà. Et ensuite, aller vers un emploi vraiment qui correspond à leur projet. Vous, quand vous êtes rencontrés tous les deux, enfin, je dis tous les deux, Visible et Codico, je ne sais pas si vous êtes vus physiquement, mais peut-être d'ailleurs même. Mais qu'est-ce que vous leur dites aux entreprises ? Comment vous amenez cette idée qu'il faut pouvoir accompagner ces réfugiés ? Parce que j'imagine qu'il y a peut-être des réticences, des moments où il y a des hésitations. En fait, vraiment, l'idée, c'est que donc les personnes réfugiées, comme j'expliquais, elles ont besoin d'accompagnement sur cette étape cruciale pour un petit peu... on va dire, amoindrir la marche à franchir entre leur vie d'avant et puis la vie qu'ils veulent construire aujourd'hui en France. Et les entreprises ont vraiment un rôle à jouer là-dedans. Et ce qu'on explique aussi aux salariés qu'on engage dans le programme, c'est que quel que soit leur profil, en tant que personnes qui vivent en France, qui travaillent en France depuis un certain temps, ils ont forcément quelque chose à apporter, même s'ils ne font pas le même métier finalement que la personne qu'ils accompagnent. Tiens, d'ailleurs, Moon, je donne la parole à Tariq Zaza, mais qu'est-ce qu'il ou qu'elle vous a apporté, le mentor, le tuteur de chez Visible ? Qu'est-ce que vous gardez de cet échange, de cette rencontre et de cet accompagnement ? Ce que c'était très touchant pour moi avec cette association Visible, il y a quelqu'un qui était à côté de moi tout le temps. Isabelle, hein ? Visible. Visible. D'accord, j'ai eu peur. Et comment s'appelait votre tuteur ? Parce que je croyais que ça s'appelait Isabelle. Ouais. Ça s'appelait Raphaël. Raphaël, oui. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Oui. Et donc, tout d'abord, c'était une amie. Oui, il se crée un lien d'amitié. Exactement. Ouais. Qui comprend que mon situation, c'est compliqué. Et il n'oblige pas à faire quelque chose, mais il donne des chemins. Et après, il dit, c'est toi qui choisis, c'est toi qui fais ça, de toute façon. Mais c'est vous qui lui proposez le projet, vous lui dites, j'aimerais bien aller par là, comment je fais, j'ai besoin d'une aide concrète. C'est ça l'idée, c'est que vous avez des questions à lui poser. C'est entre amis, quoi. On parle vraiment clairement. Et quand vous dites en ami, c'est en confiance. Exactement. C'est-à-dire que vous avez toute confiance en lui. Mais parfois, on l'appelle, parce que c'est pas forcément toujours borné, on appelle le tuteur, on lui dit, écoutez, je suis en galère, Raphaël, j'ai besoin d'une aide rapide, envoie-moi un mail, j'imagine que ça passe. C'est exactement comme ça. C'est ça, hein, l'idée, c'est au fil de l'eau aussi. Parfois, on a besoin très vite. Ça dépend de la personne, il y a des gens qui veulent des rapports plus ponctuels et plus réguliers. En l'occurrence, moi j'avais un rapport de texto, de message, appelle-moi quand tu veux, si tu as une question. Parce que vous êtes aussi... je suis tuteur, mais de quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre. Voilà. Ça vous apporte quoi, vous, en tant que salarié de la boîte ? Une expérience absolument enrichissante. Une ouverture. Une ouverture, une meilleure compréhension de ce qu'ils sont en train de vivre. Et aussi une façon de se rendre utile au-delà de son travail et de son métier professionnel, de dire finalement j'ai des conseils qui peuvent être utiles. Et je pense que par rapport à ce que disait Moon, on les amène aussi à se poser la bonne question. On les amène on ne peut pas répondre pour eux, mais on peut les aider à se demander si le chemin ou la question est la bonne. Voilà. Concrètement, la suite, c'est quoi pour Codico ? C'est d'augmenter le nombre de tutorés, enfin de réfugiés pris en charge. On est à combien là chez vous ? Vous avez combien de personnes aujourd'hui qui sont accompagnées ? Combien d'entreprises travaillent sur ce programme ? Alors là, en ce moment, on est présent sur 4 territoires, donc Paris, Strasbourg, Tours et Rennes qui vient d'ouvrir, qui va lancer sa première promotion en septembre. On accompagne pour l'instant 130 binômes et sur toute l'année 2021, on sera à plus de 300 binômes accompagnés 300 sur 4 binômes. territoires. Donc 300 réfugiés, nous sommes d'accord. Excusez-moi pour être un peu concret, parce que je pense que les entreprises qui regardent, et peut-être même des
des réfugiés, il y a une sélection, ça pousse beaucoup à la porte de Codico. Comment vous faites? Vous sélectionnez, comment ça se passe? Parce que j'imagine que tout le monde veut être accompagné par Codico. Alors c'est un assez long processus. C'est ça. Ouais, d'accord. Ce qu'on appelle nous donc le recrutement, en fait, c'est un recrutement. On recrute des participants pour nos promotions. Il faut. Et pour vous donner une idée, on démarre une promotion mi-octobre et on est en train déjà de lancer notre recrutement là à Paris parce que c'est un processus qui va prendre plusieurs mois. Excusez-nous, on parle énormément recrutement dans cette émission, technique, technologie. Comment vous faites chez Codico pour aller justement toucher les réfugiés, pour leur parler, pour qu'ils sachent que Codico existe? Parce que vous êtes présent pour dire que ça marche, mais comment vous faites, vous? Oui, alors vous mettez le doigt sur un enjeu important, c'est se faire connaître en fait, parce que les personnes et le besoin sont là, mais comment ils arrivent jusqu'à nous. Donc on a différents canaux en fait par lesquels nous arrivent les candidats réfugiés. Les réseaux sociaux fonctionnent très bien. Tous sont connectés, faut le savoir. Hein. Exactement. Bien sûr. Il y a beaucoup de bouche à oreille aussi, parce qu'avec 5 ans d'existence, on commence à avoir aussi une communauté. Tu galères, va chez Codico. Voilà, c'est un peu ça. C'est ce qui s'est passé pour toi, Moon. Bouche à oreille. Bouche à oreille. Tout à fait. Et puis, un dernier canal très important, c'est ce qu'on appelle les prescripteurs. Donc ça peut être des institutionnels comme Pôle emploi ou l'OFI, mais aussi et surtout toutes les associations qui gravitent dans cet écosystème, les centres d'hébergement et d'autres associations qui accompagnent sur d'autres sujets les personnes réfugiées. Avant de nous quitter, Moon, vous êtes un homme heureux, c'est-à-dire que vous avez trouvé un nouveau sens à votre vie? Parce que j'imagine que les 2 premières années, quand on est déraciné, qu'on quitte son pays, j'imagine sa famille, et qu'on se retrouve seul dans un pays en maîtrisant la langue difficilement, je ne sais pas quel était votre niveau de français en arrivant, on doit se dire oh là là, c'est dur. Tout à fait. Le début, quand j'arrivais, je parle anglais, et donc personne à peu près parle anglais. Et oui, ça a dû être difficile. C'était trop difficile pour moi. Et il y a un moment, je me suis dit, OK, j'habite ici, il faut que je parle français. Donc j'apprends la langue. Il faut. Comment vous avez fait d'ailleurs? Comment vous vous êtes pris pour apprendre la langue? Vous la parlez fort bien d'ailleurs. Merci. Mon conjoint, Oma, c'est un petit peu difficile à dire parce que... Vous dites comme vous voulez en fait. Oui, c'est elle. Et donc c'était hyper important parce que j'ai habité avec un Française et puis ça me fait obliger à parler. Et donc, on a parlé anglais le début, mais il y a un moment donné, on dit que oui, on a mis d'accord qu'on parle français, même si j'arrive pas à répondre. Mais Moon, c'est quoi votre objectif? Vous savez, il y a une chanson en France, La place des grands hommes, qu'est-ce que je serai dans 10 ans? C'est une chanson célèbre qu'on a tous fredonnée. Dans 10 ans, vous voyez où? C'est difficile à dire, parce qu'on ne sait pas le futur, ça vient quoi. Parce que c'est nous qui décidons des fois. Par contre, j'aimerais bien être... quelqu'un assez riche dans ma tête, pas dans ma poche. Les deux, c'est bien aussi. C'est très très bien, mais l'argent, ça apporte pas euro. Et riche dans votre tête, pour l'instant, vous ne vous sentez pas encore assez riche? Qu'est-ce qui vous manque? Je pense que le temps. À chaque année, on change le cerveau, la façon de penser, la façon de réfléchir. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas comme quand j'avais 18 ans. Bien sûr. Donc vous avez mûri là? J'espère. Vous avez l'air en tout cas bien dans vos baskets, comme on dit, non? Des fois, les situations dures, ça cuit notre corps, on dit, dans notre langue. C'est-à-dire qu'on grandit. C'était trop difficile, mais on a appris énormément de choses. C'est important qu'on comprenne les situations difficiles. Ça t'apporte énormément de choses positives. Évidemment. Il faut penser à le côté positif, pas négatif, parce que négatif, il est vraiment dur. Tariq, un mot chacun, Mathilde et Tariq, vous encouragez les entreprises parce que vous êtes aussi venus témoigner de cela, de dire faites-le, ça marche, ça fonctionne. Est-ce que vous embauchez derrière ou pas? Excusez-moi, c'est business, mais vous dites j'embauche pas ou je le fais vraiment avec le cœur? Alors on a embauché, mais pas dans notre promotion. On a embauché un binôme Codico qui avait fait son passage dans une autre société. Ils en avaient parlé, il y a eu un moment de bouche à oreille et on est très satisfait. Il est très bon, il a appris son métier, il est dans notre bureau développement et tech. Très bonne expérience. Ouais. Et d'ailleurs, on le considère même plus, j'imagine, comme un réfugié. Enfin, dans le sens, il a cette histoire de réfugié, puis ensuite les choses. Vous êtes d'accord, Mathilde? C'est juste un statut administratif. Puis c'est un état de transition. Vous êtes d'accord? Vous vous sentez comment aujourd'hui? Réfugié, vous l'avez posé la tenue là, vous l'avez mis à la poubelle ce costume de réfugié, non? On dirait, oui. On dirait oui. Un peu. On sent qu'il y a quand même encore quelques... Ça prend du temps de se détacher de ce... C'est l'objectif. Ouais. C'est ça votre objectif. Aujourd'hui, c'est un collègue.
C'est exactement ce que je voulais vous faire dire. Voilà. C'est un collègue. C'est un collègue et on ne le regarde pas comme un réfugié qu'on accueille. Absolument pas. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous parce que c'est important qu'on parle de ces sujets. On parle beaucoup d'inclusion, mais c'est aussi une forme d'intégration et une forme d'inclusion aussi de permettre aux réfugiés statutaires, hein, le terme exact c'est celui-là. On ne dit plus réfugiés politiques, réfugiés statutaires. C'est un plaisir. Merci à Moon. Bonne continuation. Continuez à devenir riche dans votre tête, puisque c'est ça votre objectif, de la richesse dans l'esprit. En tout cas, vous avez l'air bien. Je ne sais pas, peut-être me trompais-je. Merci Mathilde Patoureau, responsable Île-de-France, responsable pédagogique chez Codico. Il y a un site internet, je suis allé voir, qui est extrêmement bien fait. Et puis il y a le bouche à oreille, il y a tous les réseaux. Et puis merci à Tariq Zaza, qui est à la fois chez Visebo, l'international, responsable des partenariats. Et puis vous êtes aussi un mentor, un tuteur. Vous accompagnez un garçon. Un garçon qui s'appelle Mohamed. Mohamed. Un Soudanais. Merci d'être venu témoigner. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, on va parler recrutement, puisqu'on parlait recrutement avec Mathilde. Alors, c'est un recrutement plus traditionnel, encore que cadre emploi avec Julien Breuil qui va nous parler des nouvelles techniques, manières de recruter. On en parle tout de suite.